Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Lebert, cofondateur de la société Exatrack, et nous allons parler de réponse à incidents, d'analyse forensique et de suivi des attaquants. Donc bonjour Stéphane, j'ai compris que Exatrack, vous intervenez en réponse à incidents, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise se fait pirater. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que vous faites ? Quand on arrive sur un système d'information qui est compromis, c'est souvent dans une situation de crise. Et donc, l'objectif va être de comprendre ce qui s'est passé sur ce système d'information. Où est arrivé l'attaquant? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a compromis? Et quels sont les points de contrôle qu'il possède encore dans le système d'information? Ça va être très important pour ne pas remettre en service un système d'information qui est compromis. Même si on pense avoir nettoyé les machines, il peut y avoir quelques implants. Et résultat, ce serait le surincident assuré. Et là, ça peut être catastrophique pour une société. L'objectif va être de vraiment réussir à comprendre ce qu'a fait l'attaquant, par où il est arrivé, et potentiellement ce qu'il a exfiltré. D'accord. Et vous intervenez sur des systèmes d'information qui font quelle taille à peu près? Alors, les réponses à incidents se font sur différentes tailles de systèmes d'information. Ça va de 10 machines, par exemple pour un cabinet de conseil, jusqu'à, on a déjà fait des réponses à incidents à plus de 20 000 machines. Bien sûr, sur 10 machines, on peut se permettre d'aller récolter tous les disques durs pour les analyser en forensique. Sur un parc de 20 000 machines, c'est plus compliqué et donc il va falloir un outillage spécifique pour pouvoir collecter sur toutes les machines et après pouvoir traiter cet ensemble de données. D'accord. Et cet outil dont tu parles, c'est quelque chose que vous avez développé vous-même ou c'est quelque chose que vous achetez et revendez? Non, c'est quelque chose qu'on a développé nous-mêmes. Donc le collecteur, tout est développé en interne pour répondre spécifiquement à nos besoins. Venant de l'ANSSI, j'ai vu un petit peu comment les choses étaient faites. Il y avait des choses très intéressantes. Et on a décidé de pouvoir redévelopper tout un arsenal qui est vraiment spécifique aux besoins de l'investigation à large échelle. Ce qui fait qu'on peut analyser en même temps des dizaines, des centaines, des milliers de machines et de façon forensique. Donc je comprends qu'Exatrack, vous êtes donc des spécialistes des interventions comme ça lorsqu'il y a des piratages. Donc vous avez forcément affaire à des attaquants. Moi, ce que j'aimerais comprendre, que tu nous expliques, c'est aujourd'hui quand un attaquant il veut pirater une entreprise, comment ça se passe de son point de vue? C'est-à-dire qu'il lance un programme qui fait tout seul, il fait beaucoup d'actions manuelles, il surveille, il revient, il repart. Comment ça se passe exactement? Alors lors d'une compromission, ce qu'il faut bien comprendre, et assez souvent pour la victime, c'est quelque chose d'assez compliqué à appréhender, c'est qu'en effet ce n'est pas un logiciel qui fait tout seul. On a un humain derrière qui va se déplacer dans le réseau pour essayer de trouver des serveurs de backup, des machines critiques comme par exemple le PDG, l'équipe informatique, et qui va mener des actions, souvent malveillantes bien sûr, qui va essayer aussi de trouver quelles sont les ramifications de la société. Est-ce qu'il n'y a pas une autre société qui sera intéressante à pirater à partir de celle-ci? Et il y a un certain nombre de sociétés d'ailleurs qui ne se font pas par exemple chiffrer et qui serviront juste de pivot vers d'autres sociétés. C'est par exemple le cas des infogérants où assez souvent les pirates utilisent leur réseau pour se déplacer sur d'autres systèmes d'information à côté. Donc on est vraiment sur un humain qui va mener des actions humaines et va donc avoir un mode opératoire, va chercher des choses, va se tromper. Et ça, c'est tout le travail de l'investigation qui va être de déterminer quelles sont les actions qu'a fait l'attaquant, quelles sont les actions qui étaient automatisées et quelles sont les actions qui ne sont pas directement liées à l'attaquant, mais plutôt au système d'information autour, comme par exemple les administrateurs qui ont essayé de corriger une partie du problème sans avoir compris que c'était l'attaque. Donc en fait, ce que je comprends bien, c'est que du coup les attaquants, ils ont des ordinateurs qui sont eux-mêmes connectés à Internet avec des adresses IP, qu'ils utilisent aussi des noms de domaine sur lesquels ils se font connecter par les outils qu'ils déploient sur leurs victimes. Donc quelque part, on peut surveiller tout ça. Tout à fait. Les attaquants, pour pouvoir prendre le contrôle de leurs victimes, il va falloir qu'ils utilisent des machines. Et soit la victime expose directement des services qui lui permettent à l'attaquant d'aller se connecter, c'est assez rare, c'est souvent en point d'intrusion, mais la plupart du temps, l'attaquant va préférer laisser des programmes à plusieurs endroits du système d'information pour que ces programmes viennent se reconnecter vers lui. Et donc, il faut qu'il ait mis à disposition des services accessibles sur Internet
où les victimes viendront se connecter. Ces services-là, ils peuvent être identifiés et dans un certain nombre de cas, on peut réussir à identifier ce qu'on appelle l'infrastructure de l'attaquant, c'est-à-dire son ensemble de serveurs, quels sont les noms de domaines qu'il a alloués, vers quoi il pointait il y a quelques semaines, mois, années. Et de cette façon-là, on va même pouvoir parfois identifier des obfusc fails, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des ratés de l'attaquant dans son infrastructure, qui vont parfois le révéler. Ça nous est déjà arrivé de retrouver l'identité d'attaquant justement en investiguant l'infrastructure Internet de l'attaquant. Donc chez Exatrack, vous surveillez un peu ces infrastructures d'attaquants. Est-ce que tu peux me donner un petit peu des ordres de grandeur, des volumétries, du nombre de machines, du nombre de noms de domaines que vous avez un peu en stock? Alors, il va y avoir plusieurs niveaux de classification de ces points suspects, puisqu'on est sur des choses suspectes. On va avoir certains serveurs qui sont très suspects au sens qu'on sait que ce sont des serveurs, par exemple Cobalt Strike. Et dans ce cas-là, on va pouvoir les mettre en rouge. Mais c'est pas parce que c'est un serveur Cobalt Strike que c'est forcément un attaquant. Il y a cette nuance-là, ça nous est déjà arrivé d'identifier des serveurs qui en fait étaient des sociétés de pentest qui les utilisaient. Mais on sait qu'il ne doit pas y avoir de connexion vers eux. Et donc là, on va être sur un niveau très élevé. Donc ça, en gros, on va être sur l'ordre de 5000 machines en permanence sur Internet qui sont donc des serveurs de contrôle des attaquants. Après, on va avoir des machines qu'on suspecte comme malveillantes, mais il y a toujours un doute. Et après, il y a les machines qui sont étranges, qui sont suspicieuses, mais sans fort indicateur. Et là, on monte à peu près 20 000 machines en régulier. Et là, je parle bien des machines qui sont des serveurs, puisque l'attaquant va avoir des serveurs sur Internet pour que les logiciels malveillants puissent aller se connecter. Mais l'attaquant va aussi avoir d'autres machines qui vont être utilisées pour aller, elles, se connecter, aller pirater des victimes. Et celles-ci, donc, sont beaucoup plus difficiles à identifier, puisqu'on ne peut pas les voir directement. On les voit que quand on en est la victime. Oui, c'est très intéressant ces histoires de volumétrie. Je vois que vous avez beaucoup d'adresses IP. Ma question, c'est ces adresses IP. Est-ce que vous avez regardé où est-ce qu'elles étaient situées? Alors oui, les adresses IP sont assez disparates au niveau mondial, mais on retrouve quand même des concentrations assez fortes, par exemple sur la Russie ou la Chine. C'est lié au gouvernement qui est assez tolérant par rapport aux activités illégales, tant qu'elles ne touchent pas le pays lui-même, bien sûr. Et par exemple en France, on a assez peu de serveurs de contrôle, puisque tout simplement, quand il va y avoir un serveur de contrôle, la police judiciaire peut venir saisir la machine et donc faire en sorte de stopper ces activités illicites. Donc c'est pour ça qu'en France, on en a moins, mais il ne faut pas se leurrer, il y en a quand même, et certains attaquants prennent même des serveurs de contrôle dans le pays ciblé pour être le plus discret possible pour mener leurs actions. Donc bon, là, on a vu un petit peu les infrastructures, les attaquants, comment ça se passe. Ma question, c'est aujourd'hui, je suis informaticien, j'administre un réseau d'une entreprise. Je constate quelque chose de malveillant qui se passe sur mon système d'information, peut-être des comptes administrateurs qui sont créés, peut-être une machine qui commence à être chiffrée, voilà. Quelles sont les bonnes actions, les bonnes choses à avoir en tête en fait, à ce moment-là? Dans ce type de situation, on va avoir un attaquant qui ne sait pas encore qu'il est identifié. Donc, il n'y a pas eu de chiffrement, si on est dans un cadre d'attaquant qui cherche à faire de rançongiciel. Dans ce cas-là, il est important de garder le système informatique en l'état, ne pas commencer à mener des actions corrosives, puisque ce serait révéler les investigations, la remédiation à l'attaquant, et donc il pourrait adapter sa stratégie par rapport à ce qui est opéré. Donc vraiment ne pas aller bloquer l'attaquant dans ses actions au tout début. L'objectif, ça va être de pouvoir identifier où est-ce qu'il a la main, qu'est-ce qu'il fait sur le système d'information, pour pouvoir vraiment le stopper en profondeur et totalement. Une autre possibilité serait de couper le réseau
et de mener les investigations sur le parc. Par contre, c'est des investigations qui vont être longues, et donc il faut que, économiquement, la société puisse supporter d'avoir un système d'information qui ne sera pas utilisable ou peu utilisable de façon donc très dégradée pendant un long moment. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre réussir à se protéger de l'attaquant et avoir un système d'information qui fonctionne tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples des mauvaises réactions, des erreurs de réponse à incident que tu as constatées? La chose la plus fréquente qu'on voit et qui pour le coup est très problématique parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est le fait d'éteindre toutes les machines. Alors, ça dépend du cas, mais si par exemple votre système d'information est chiffré, ça y est, c'est fait, vous arrivez le matin, le système d'information est chiffré, eh bien, ça ne sert à rien d'éteindre les machines. Elles resteront chiffrées. Par contre, ce qui va se passer en ayant éteint les machines, on va détruire toutes les traces qu'il y avait encore en RAM. Et donc, on va détruire potentiellement des points de communication de l'attaquant qu'on aurait pu récupérer et qui n'étaient potentiellement présents que en RAM. Et si par exemple le système de chiffrement est mal développé, il peut laisser des clés cryptographiques en mémoire qui permettaient de chiffrer les données. Si la machine est encore allumée et qu'il reste ces clés en mémoire, on va pouvoir les récupérer pour déchiffrer. Donc, éteindre les machines qui sont déjà chiffrées ou éteindre des machines s'il n'y a pas d'urgence particulière à les sauvegarder, une machine non chiffrée ou un chiffrement qui vient de commencer, oui, autant l'éteindre pour le coup. Mais si voilà, entre guillemets, l'attaquant a déjà terminé ses actions, autant essayer de garder le système d'information dans l'état le plus proche de l'état du constat. Autre chose, tiens d'ailleurs, qu'on voit de temps en temps, c'est ne pas aller toucher à l'infrastructure de l'attaquant. Dans les erreurs courantes qu'on voit, c'est les personnes, elles vont commencer à aller se connecter sur des adresses IP qu'ils ont vues comme étant suspectes. En faisant ça, on informe à l'attaquant. Pour aller vérifier en fait, ils font ça, c'est ça? Pour aller par exemple vérifier est-ce que ce site web il est normal, ce genre de choses. Mais en faisant ça, la victime va donner à l'attaquant où est-ce qu'elle en est dans ses investigations. C'est pas le but de la manœuvre. Et autre chose par exemple, c'est lors des premiers signes d'une compromission. On va avoir par exemple un nouveau compte administrateur qui est créé. Ce nouveau compte administrateur, assez souvent, on voit le client qui se dit bon, c'est pas normal, c'est bizarre, je vais régler le problème, on va supprimer le compte, on va le désactiver ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? On vient d'informer l'attaquant, attention, on t'a vu. C'est très dangereux parce que maintenant l'attaquant sait qu'il est repéré, sait qu'il y a des actions qui sont menées contre lui et va donc adapter sa stratégie à ce nouveau mode opératoire qu'a la victime, puisqu'elle va commencer à mener probablement des investigations. Donc, essayez de garder l'attaquant, on va dire, dans son état entre guillemets naturel, c'est-à-dire sans l'informer qu'il y a une réponse incident, ça va permettre justement de pouvoir le débusquer au mieux et de ne pas le forcer à changer sa stratégie, puisque là, pour le coup, l'attaquant va chercher à se cacher potentiellement. Et s'il se cache très bien, il y a des chances qu'on ne puisse pas le repérer, parce qu'il va aller se cacher sur une partie de l'informatique qui n'est pas connue des administrateurs. Ça nous est déjà arrivé un certain nombre de fois, de découvrir des machines dans un coin. Alors, et l'attaquant est très fort pour faire de la cartographie. Il faut vraiment faire attention à ne pas informer l'attaquant trop tôt. Il y a plein de petites erreurs comme ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier, puisqu'il y a plein d'actions qui sont contre-intuitives au premier abord. Il y avait un sujet dont je voulais discuter avec toi, Stéphane. Je voulais avoir ton avis sur les honeypots, savoir ce que tu en pensais. Alors, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, qui me regardent d'ailleurs, le honeypot, c'est un piège à hacker en fait. C'est une espèce d'élément qu'on mettrait dans le système d'information où le but c'est d'attirer le pirate à cet endroit-là pour pouvoir le surveiller et le comprendre un peu mieux. Donc moi je voulais savoir, Stéphane, ce que tu pensais un peu de l'utilisation de honeypot. Alors c'est une très bonne pratique de mon point de vue, c'est assez peu fait, mais des honeypots, assez souvent on a l'image du vieil honeypot où on a posé une machine et on a ouvert plein de services pour attirer l'attaquant.
Ça marche bien, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus précises sur le système d'information. Par exemple, mettre un système de contrôle d'accès sur les systèmes de backup, c'est très important, puisque d'une part, on va pouvoir contrôler que les backups sont bien faits. C'est déjà pas mal quand on voit le nombre de fois où les backups ne marchent pas et on s'en aperçoit lors de l'incident. Et en plus, si jamais des accès illégitimes sont opérés, on va pouvoir les repérer, enfin les identifier et les traiter. On peut aussi mettre des faux systèmes de backup à côté, par exemple, ou des fichiers d'intérêt à un endroit qui n'ont pas forcément d'intérêt dans la société, mais qui vont être donc très attrayants pour l'attaquant, il va essayer de passer dessus. Donc ça, c'est des choses vraiment, des types de honeypot, mais qui sont intégrés au système d'information, ce qui fait que pour l'attaquant, c'est très difficile de pouvoir les repérer. J'ai aussi vu, par exemple, un administrateur, ce qu'il faisait, c'est qu'il ajoutait des comptes d'administrateurs de domaine sur quelques machines, il les injectait directement, et il savait que si un jour un de ces comptes était utilisé, c'est que le système était compromis. Or, c'était des comptes assez facilement accessibles, et de cette façon-là, en cas de problème, on sait que l'attaquant ira probablement à la facilité et récupérera ces comptes-là, et en les utilisant, il se fera repérer. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font exfiltrer des grosses quantités de données. Et en fait, moi, je suis toujours surpris de me dire, mais comment ça se fait que ces entreprises n'arrivent pas à s'en rendre compte? En effet, on fait à peu près le même constat. Assez souvent, les entreprises ont des systèmes réseau qui leur permettent de voir la volumétrie de données qui est en sortant et en entrant, mais ces volumétries sont assez rarement regardées. Et parfois, cette télémétrie est assez courte dans le temps, ce qui fait que si on n'est pas sur le moment de l'exfiltration, on ne va pas le voir. C'est très important pourtant de vérifier la normalité de l'activité du système d'information, même si on ne regarde pas toutes les adresses IP séparément, juste voir est-ce que l'activité a une tête normale et s'il y a une anomalie, est-ce qu'on peut la contextualiser avec par exemple un envoi des backups, ce genre de choses. Malheureusement, les admins sont souvent pris par plein d'autres choses dans le système d'information et donc n'ont pas le temps de pouvoir aller contrôler ce qui se passe. Et pourtant, c'est vraiment critique, c'est vraiment critique pour pouvoir identifier la compromission au plus tôt. Et en plus, on va savoir si les journaux le permettent, quelle machine était en train d'exfiltrer. Donc on a un point de commencement pour les investigations. D'accord. Il y a une méthode d'exfiltration qui est assez connue, qui est utilisée par Cobalt Strike, qui est un outil très répandu chez les attaquants, qui s'appelle le DNS tunneling. Et je voulais savoir, le DNS tunneling, est-ce que c'est vraiment détectable par ces outils-là? Tout à fait, le DNS tunneling est très verbeux d'un point de vue trafic réseau, il se voit beaucoup. Le DNS tunneling, on va utiliser un nom de domaine avec lequel on va communiquer. Mais comme on n'a pas beaucoup d'octets qu'on peut envoyer, on va devoir faire énormément de requêtes vers le même nom de domaine. Et ça se voit très très bien. Donc le DNS tunneling, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'assez souvent, le DNS n'est pas coupé. Ça nous arrive régulièrement lors des réponses à incidents où on demande donc couper tous les systèmes réseau et on s'aperçoit que le DNS fonctionne encore. C'est très très fréquent puisqu'assez souvent, c'est même pas considéré dans la partie du réseau. Donc le DNS tunneling fonctionne très bien. Cobalt Strike donc, permet de faire du DNS tunneling et d'ailleurs en régulier on voit qu'il y a à peu près 500 serveurs Cobalt Strike sur internet qui font du qui sont prévus pour faire du DNS tunneling. Et résultat, on va pouvoir voir énormément de requêtes sur un nom de domaine. Donc juste si la société peut connaître quels sont les noms de domaine qui sont requêtés sur son système d'information, elle verrait une explosion des requêtes sur un nom de domaine qui est inconnu pour elle, et ça devrait monter des alertes. Quand vous intervenez comme ça là, en réponse à un incident, est-ce que vous constatez des erreurs de la part des attaquants? Alors oui, c'est assez fréquent. L'attaquant est un humain, et donc comme tous les humains,
il fait des erreurs. Et assez souvent, on voit l'attaquant qui va chercher des comptes à des endroits, qui va chercher les serveurs de backup. Parfois, il va se tromper, il va supprimer les mauvais systèmes de backup. Et parfois, ça peut être assez déroutant pour la victime, puisque la victime a l'impression que l'attaquant est omniscient et va connaître l'intégralité du système d'information. Et donc, toujours mener les bonnes actions. Sauf que la victime, elle connaît son système d'information. Donc, la chose anormale que va faire l'attaquant, parce que par exemple, il va vouloir aller récupérer un compte à un endroit, la victime, elle saura qu'il n'y a pas de compte à cet endroit, mais l'attaquant est un humain. Il cherche, et il va chercher des comptes, il va chercher les serveurs de backup, il va chercher les documents critiques, il va penser exfiltrer des documents critiques alors que ce ne sont pas forcément les documents critiques, et il va aussi parfois se tromper quand il tape des commandes, il va se tromper lorsqu'il met des mots de passe. On a déjà vu, pour certains attaquants, ils arrivent sur la machine et puis eux, ils ont leur clavier en russe et donc, pour certains attaquants, ils installaient le clavier russe sur la machine pour que ce soit plus simple à opérer tout simplement. En conclusion, en cas de compromission de votre système d'information, n'essayez pas de régler le problème vous-même. Faites-vous accompagner par un professionnel qui n'est pas votre prestataire, vérifiez vos backups et menez des investigations sur l'ensemble de votre système d'information. Merci Exatrack et à bientôt avec Sense Expertise, votre partenaire cyber.